Les lumières fluorescentes de la salle d'audience sciençant, au palais de justice de Nuremberg, brûlent les yeux de Karl Donutz. Ses mains sont posées bien à plat sur la table en bois devant lui, les doigts écartés, pour tenter de maîtriser leur tremblement. Il perçoit le froissement des papiers, le grattement des stylos dans la tribune de la presse internationale, le murmure de l'allemand, aussitôt traduit en anglais, en français et en russe, à travers les casques. Le procureur soviétique réclame sa mise à mort. Ils vont me pendre comme les autres, l'accord de la trappe, le même destin que Göring, que Ribbentrop, que tous ceux qui ont servi le Reich. À cette pensée, sa gorge se noue, sa poitrine se serre, comme si le nœud coulant était déjà autour de son cou. Puis l'impensable se produit. Par la porte arrière entre l'amiral de flotte Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte américaine du Pacifique. L'homme qui a dirigé chaque navire américain traquant les U-boots de Donut. L'homme dont des milliers de marins sont morts à cause des ordres que Donut a donnés. L'homme qui aurait toutes les raisons de le regarder mourir au bout d'une corde. Nimitz est une légende parmi les officiers de marine des deux camps méthodiques, brillant, implacable au combat, mais réputé pour avoir toujours traité les marins japonais, capturés avec dignité. Il a bâti presque à partir de rien la campagne sous-marine du Pacifique, transformant ses forces en un étau qui a étranglé les lignes d'approvisionnement du Japon. Il sait ce que signifie envoyer de jeunes hommes dans des cercueils d'acier sous la mer. Nimitz prend place à la barre comme témoin de la défense. La gorge de Donutz se resserre davantage. Son esprit s'emballe. Un piège, un jeu cruel des Américains avant le verdict. Voilà 18 mois qu'il croupit dans sa cellule, persuadé qu'il serait exécuté. Il a ordonné la guerre sous-marine à outrance. Il a envoyé de jeunes hommes mourir dans des cercueils d'acier au fond de l'Atlantique. Il a metté le Führer pendant 23 jours, après le suicide d'Hitler. Les Alliés méprisent tout ce qu'il représente. Alors, pourquoi l'amiral américain qu'il a vaincu se prépare-t-il à témoigner en sa faveur? La voix du procureur tranche le silence de la salle. Le grand amiral Donutz est accusé d'avoir mené une guerre sous-marine sans restriction, en violation du protocole naval de Londres de 1936. Les U-boats du Reich ont attaqué des navires marchands sans avertissement, noyant des marins en haute mer et bafouant toutes les règles de conduite navale civilisée. Nimitz s'éclaircit la gorge. « Je dois informer le tribunal », déclare l'amiral américain, sa voix portant dans l'audience figée, que la marine des États-Unis a mené une guerre sous-marine sans restriction dans le Pacifique dès le jour où le Japon a attaqué Pearl Harbor. La salle explose. Donutz agrippe le bord de la table. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous avons fait la même chose. Nimitz poursuit, soutenant le regard des juges. Chaque mesure que l'amiral Donutz est accusé d'avoir appliquée, je les ai moi-même mises en œuvre sur le théâtre du Pacifique. S'il est coupable de crimes de guerre pour ses actes, alors je le suis tout autant. Cela ne peut pas être réel. Donutz a passé toute sa vie adulte à se préparer à tuer des Américains, à couler leurs navires, à étouffer leurs lignes d'approvisionnement jusqu'à affamer la Grande-Bretagne et faire basculer la guerre. Et voilà que l'homme qui a conduit la victoire navale américaine se dresse entre lui et la potence. Mais il y a autre chose dans le dossier de Nimitz, quelque chose que l'accusation n'a pas encore évoqué, quelque chose qui s'est produit durant les derniers mois désespérés, lorsque le Reich s'effondrait et que l'armée rouge avançait inexorablement depuis l'Est. C'est là la véritable raison de la présence de Nimitz, pas la campagne des U-boots, mais l'opération Hannibal, et ce que Donutz a fait
lorsqu'il avait encore le pouvoir de décider qui vivrait et qui mourrait. Karl Doneuth s'est engagé dans la marine impériale allemande en 1910, à l'âge de 18 ans. Fils d'un ingénieur élevé dans les vertus prussiennes de discipline, de sacrifice et d'honneur, il connaît son baptême du feu pendant la Première Guerre mondiale, à bord de navires de surface, avant de se porter volontaire pour le service sous-marin en 1916. En octobre 1918, son sous-marin UC-25 fait surface pour attaquer un convoi britannique près de Malte. Une défaillance technique survient, le bâtiment ne peut plus plonger. Des destroyers britanniques les encerclent en quelques minutes. Doneuth donne l'ordre de s'aborder le navire et de se rendre. Il passe 10 mois dans un camp de prisonniers britanniques près de Sheffield, dormant sur des paillasses de paille, mangeant une soupe claire, observant les visages des gardes lorsqu'il passe devant sa cellule. Les Britanniques sont corrects, efficaces, distants. Et ils ont gagné. L'Allemagne s'effondre. Le traité de Versailles démantèle la marine impériale, à laquelle Doneuth a consacré sa jeunesse, interdisant à l'Allemagne de construire des sous-marins. Il reste pourtant dans la marine, réapprend le métier d'officier de surface et attend patiemment l'occasion de revenir au service qu'il aime. Lorsqu'Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933 et commence à reconstruire secrètement la flotte sous-marine, en violation de Versailles, Karl Doneuth a 42 ans. En 1935, il devient commandant de la première flottille de U-Boot. Dès 1936, il prend le commandement de l'ensemble de la force sous-marine. C'est lui qui met au point la tactique de la meute de loups, destinée à terroriser l'Atlantique de jeunes marins entraînés à chasser en groupe, à frapper de nuit, sans aucune pitié pour les navires martyrs-marchands, acheminant ravitaillement et ressources vers la Grande-Bretagne. Les convois atlantiques paient un prix effroyable. Des marins marchands, souvent de simples adolescents, effectuant leur première traversée, meurent dans une eau glaciale lorsque les torpilles éventrent les cargos chargés de nourriture, de carburant et de munitions. Certains navires sombrent en quelques minutes, ne laissant aucune chance de mettre les canots à l'eau. D'autres brûlent pendant des heures, tandis que des hommes hurlent à l'aide sans jamais être secourus. Les marins appellent ce passage l'allée des torpilles, et pourtant ils l'empruntent encore conscients que chaque voyage peut être le dernier. Doneuth se persuade qu'il s'agit d'une nécessité stratégique. La Grande-Bretagne est une île coupée, ses lignes d'approvisionnement l'affamaient, la contraindre à négocier la paix. Il ne pense pas aux marins qui se noient dans une eau glacée. Ou bien, s'il y pense, il se dit qu'ils ont choisi leur sort en servant l'ennemi. Comme tant d'autres officiers, il absorbe la propagande du Reich qui imprègne toute la vie militaire. Les Alliés y sont décrits comme impitoyables envers les prisonniers allemands. Les affiches montrent des Américains en bourreaux brutaux. Le message officiel est sans équivoque. Se rendre, c'est la torture, l'humiliation, la mort. Ne jamais se rendre. Se battre jusqu'au dernier homme. Mourir plutôt que déshonorer. En 1943, son fils cadet, Peter, meurt à bord de l'Union 154, coulé par un destroyer britannique. 24 ans. Aucun survivant simplement disparu, englouti par le même Atlantique qui a déjà avalé des milliers de marins britanniques et américains sur ordre de Doneuth. Il enfouit son chagrin dans le devoir encourage des tactiques encore plus agressives et envoie davantage de jeunes hommes dans des cercueils d'acier traquer la navigation alliée. À la fin de 1944, la guerre est manifestement perdue. Les Alliés ont débarqué en Normandie. Les armées soviétiques écrasent tout sur leur route en direction de Berlin. Les villes allemandes brûlent sous les bombardements. Mais Hitler refuse toute capitulation
et Karl Donitz, désormais grand amiral et commandant en chef de la marine, continue d'exécuter les ordres. Puis vient janvier 1945. Les armées soviétiques percent les défenses allemandes en Prusse orientale. Des millions de civils, allemands, femmes, enfants, vieillards, se retrouvent pris au piège entre l'armée rouge en progression et la mer Baltique gelée. Les récits en provenance de l'Est sont cauchemardesques, massacres de masse, villages réduits en cendres, représailles systématiques pour ce que la Wehrmacht a fait en Russie. Les ordres d'Hitler sont clairs, tenir chaque position, se battre pour chaque mètre de terrain, ne reculer sous aucun prétexte. Mais Donitz commande la marine. Il dispose encore de navires. Et il prend alors une décision qui définira le reste de sa vie. Il va les évacuer, tous, chaque civil allemand qu'il pourra atteindre avant l'arrivée des Soviétiques. L'opération Hannibal débute le 21 janvier 1945. Donitz donne personnellement les ordres passant outre la directive permanente d'Hitler de défendre le territoire à tout prix. Tous les bâtiments disponibles en Baltique doivent rejoindre les ports de Prusse orientale et commencer l'évacuation des civils, le croiseur lourd, Admiral Hipper, les paquebots, Wilhelm Gustloff, Cap Arcona, Deutschland, des destroyers, des dragueurs de mines, des navires-écoles, des chalutiers, des yachts de plaisance, tout ce qui possède une coque capable de flotter. Le port de Gotenhafen est plongé dans le chaos. Des dizaines de milliers de réfugiés s'entassent sur les quais gelés. Le vent de janvier transperce les manteaux, les enfants hurlent des vieillards, s'effondrent dans la neige. Au sud, le grondement de l'artillerie soviétique se rapproche d'heure en heure. Les officiers de Donitz organisent l'embarquement avec autant d'efficacité que possible, dans des conditions impossibles, d'abord les femmes et les enfants, puis les personnes âgées, puis les soldats blessés. Le Wilhelm Gustloff est conçu pour transporter 1900 passagers. Le 30 janvier, plus de 10 000 personnes y montent à bord. Les ponts sont si bondés que l'on s'y tient épaule contre épaule, incapable de bouger. Les cages d'escalier débordent. Des parents soulèvent leurs enfants au-dessus de leur tête pour éviter qu'ils ne soient écrasés. Donitz connaît les risques. Des sous-marins soviétiques contrôlent certaines zones de la Baltique, mais abandonner ces civils à l'armée rouge signifie une mort certaine, ou pire encore. Les navires doivent appareiller. À 21h08, 3 torpilles, lancées par le sous-marin soviétique S-13, frappent le flanc bâbord du Wilhelm Gustloff. Le navire gîte immédiatement. Dans les ponts inférieurs, les passagers se noient en quelques minutes, lorsque l'eau glacée envahit les coursives. Sur le pont, les cris se mêlent à la panique tandis que le bâtiment se couche, projetant des milliers de personnes dans la Baltique, où l'eau est à 2 degrés. Le Gustloff coule en 45 minutes. Plus de 9000 personnes meurent. C'est la plus grande catastrophe maritime de l'histoire humaine, 6 fois plus de victimes que le Titanic. La plupart sont des femmes et des enfants. Donitz reçoit le rapport à son quartier général. Ses mains tremblent en lisant les estimations de pertes. 9000. Le chiffre est inconcevable. Il a voulu les sauver et les a envoyés au fond de la Baltique. Il aurait pu arrêter l'opération Hannibal. Un désastre d'une telle ampleur aurait suffi à justifier l'arrêt de l'opération. Hitler aurait approuvé la décision de suspendre l'évacuation, de rediriger les navires vers des missions de combat et d'abandonner les civils restants à leur sort. Mais Donitz contempla les cartes, les estimations faisant état de près de 2 millions de civils allemands, encore pris au piège à l'Est, et les marqueurs de l'avance soviétique qui se rapprochaient chaque jour. Il donna l'ordre de continuer.
Pendant les 15 semaines suivantes, l'évacuation ne s'interrompit jamais. Les navires firent des allers-retours constants entre des ports allemands de plus en plus réduits et les ports occidentaux du Schleswig-Holstein et du Danemark. La marine perdit des centaines de bâtiments. Des milliers de personnes supplémentaires périrent sous les attaques de sous-marins soviétiques, les bombardements aériens, les mines et les tempêtes hivernales, mais les navires continuaient de naviguer. Le croiseur lourd, Lützow, évacuait des réfugiés tout en utilisant simultanément son artillerie principale pour appuyer la retraite des troupes allemandes. Le navire-école Pretoria transporta 9000 personnes à bord d'un bâtiment conçu pour 1500. Le brise-glace Ostpreußen guida des réfugiés à travers la banquise sous des attaques aériennes incessantes. Les officiers de Donetsk travaillaient sans dormir. Ces marins se portaient volontaires pour les missions d'évacuation conscients qu'ils pourraient ne jamais revenir. La marine qui pendant 6 ans avait consacré tous ses efforts à couler la navigation alliée mobilisait désormais toutes ses ressources pour sauver des vies allemandes. Le 8 mai 1945, au moment de la capitulation de l'Allemagne, l'opération Hannibal avait permis d'évacuer plus de 2 millions de personnes, 2 millions de vies qui auraient été perdues face à l'avance soviétique. La plus grande évacuation maritime de l'histoire humaine, menée en conditions de combat par une marine qui livrait simultanément une guerre perdue sur tous les fronts. Et Karl Doneusz, celui qui en avait donné l'ordre, qui l'avait rendu possible, qui avait défié les instructions d'Hitler pour sauver des civils allemands, était le même homme qui avait ordonné la guerre sous-marine sans restriction, causant la mort de milliers de marins alliés. Le même homme qui, pendant 23 jours, en avril et mai 1945, fut techniquement le Führer de l'Allemagne nazie, après le suicide d'Hitler. Le même homme, désormais assis à Nuremberg, attendant son exécution. Chester Nimitz avait lu les rapports sur l'opération Hannibal. Il savait ce que l'amiral allemand avait accompli durant ces derniers mois. Les services de renseignement américains avaient documenté chaque mouvement de navire, chaque réfugié, sauvé chaque ressource que Doneusz avait détournée des opérations de combat vers les missions d'évacuation. Nimitz en comprenait la portée. Doneusz avait choisi de sauver des vies lorsqu'il aurait pu choisir le combat, là où l'idéologie hitlérienne exigeait une résistance fanatique. Doneusz avait fait passer les civils allemands en priorité, là où il aurait été plus simple d'obéir aux ordres et de laisser des millions de personnes mourir. Il avait risqué la cour martiale pour organiser le plus grand sauvetage maritime de l'histoire. C'est pour cette raison que Nimitz témoignait, et non parce que Doneusz était innocent de crimes de guerre. La guerre sous-marine, sans restriction, avait bien eu lieu. Les marins alliés morts étaient bien réels. Les violations du droit international étaient documentées et indiscutables. Mais Nimitz avait reconnu que l'homme dans le box n'était pas un monstre, c'était un officier de marine qui avait fait des choix terribles en temps de guerre, et un choix extraordinaire lorsque cela comptait le plus. Le tribunal interrogea directement Nimitz. Considérez-vous les tactiques des U-boots de l'amiral Doneusz comme des crimes de guerre? La réponse de Nimitz fut mesurée précise. Les forces sous-marines allemandes, déclara-t-il, avaient mené la guerre selon les mêmes principes généraux que ceux employés par les sous-marins américains dans le Pacifique. Je ne peux condamner des actions que j'ai moi-même autorisées. Ils me protègent, comprit Doneusz. Un amiral américain est en train de me protéger. Le procureur soviétique protesta violemment. Les juges britanniques parurent mal à l'aise, mais le témoignage de Nimitz créait un problème juridique majeur. Comment exécuter Doneusz pour des tactiques que l'Amérique avait elle aussi utilisées
D'autres témoignages suivirent. Des officiers allemands, ayant servi sous les ordres de Doneuth, décrivirent l'opération Hannibal. Des historiens navals britanniques confirmèrent les chiffres de l'évacuation. Même certains juges commencèrent à percevoir la complexité du cas. Ce n'était pas Hermann Göring qui n'avait exprimé aucun remords. Ce n'était pas Joachim von Ribbentrop qui rejetait la faute sur tous les autres. C'était un officier de marine de carrière, ayant suivi la logique brutale de la guerre sous-marine, employée par les deux kings, et qui avait aussi sauvé 2 millions de vies lorsqu'il aurait pu les abandonner. Le tribunal délibéra pendant des mois, à huis clos. Les juges débattirent des précédents de l'équité de la manière de concilier les crimes de guerre de Doneuth avec son action humanitaire. Les Américains et les Britanniques étaient mal à l'aise à l'idée d'une exécution, alors que leurs propres marines avaient agi de façon comparable. Les Soviétiques exigeaient la mort. Les Français hésitaient entre les deux positions. Le 1er octobre 1946, les verdicts tombèrent. Göring mort par pendaison. Ribbentrop mort. Keitel mort. La liste se poursuivit. 12 hommes furent condamnés à l'exécution. Puis vint le tour de Karl Doneuth sur les chefs d'accusation de guerre d'agression et de crimes contre la paix. Le tribunal déclara coupable. Sur l'accusation de crimes de guerre liés à la guerre sous-marine, sans restriction, le tribunal déclara également coupable. Toutefois, au vu des témoignages établissant que des pratiques similaires avaient été employées par les marines alliées et compte tenu de vos actions lors de l'opération Hannibal, ce tribunal vous condamne à 10 années d'emprisonnement. Doneuth ferma les yeux. Pas la mort. 10 ans. Il aurait 65 ans à sa libération, mais il serait en vie. Les gardes l'escortèrent hors de la salle d'audience. En traversant les couloirs, il aperçut Chester Nimitz dans le hall entouré d'officiers américains. Leurs nets regards se croisèrent l'espace d'une seconde. Nimitz inclina légèrement la tête. « Il m'a sauvé la vie », comprit Doneuth. Oui, l'amiral américain venait de lui sauver la vie. La prison de Spandau, à Berlin, devint désormais son univers. Une forteresse massive construite au XIXe siècle, qui abritait alors les 7 condamnés de Nuremberg, ayant échappé à l'exécution. Les 4 puissances occupantes américaines, britanniques, françaises et soviétiques se relayaient chaque mois pour assurer la garde. Les Soviétiques, toujours furieux que Doneuth ait échappé à la pendaison, rendaient leur période de surveillance particulièrement dure. Mais Doneuth avait déjà passé 10 mois dans un camp de prisonniers britanniques après la Première Guerre mondiale. Il savait endurer. Il travaillait dans le jardin de la prison, lisait les ouvrages disponibles dans la bibliothèque réduite, écrivait des lettres soigneusement pesées à son épouse Ingeborg, et réfléchissait sans cesse à ce qui s'était passé. Pourquoi Nimitz avait-il témoigné en ma faveur? La question l'obsédait. Nimitz ne lui devait rien. Ils avaient été ennemis. Les U-boots que Doneuth avait commandés avaient coulé des navires américains, tué des marins américains, menacé les lignes d'approvisionnement des États-Unis. Nimitz, de son côté, avait passé 4 années à élaborer des tactiques pour traquer et détruire les sous-marins allemands. Il n'y avait aucune raison stratégique de l'aider, aucun avantage politique. Alors pourquoi? Pendant les périodes de promenade, Doneuth s'entretenait parfois avec Albert Speer, l'architecte d'Hitler et ministre de l'Armement. Ils tournaient en rond dans la cour de la prison, parlant en allemand, sous l'œil des gardes. « Vous avez eu de la chance », dit Speer un après-midi. « Nimitz vous a offert une issue ?»« Ce n'était pas de la chance », répondit Doneuth. « Nimitz a témoigné parce qu'il a compris que nous étions des officiers de marine, que la guerre impose des choix impossibles,
et que j'étais capable à la fois d'actions terribles et d'actions justes. Speer resta silencieux un instant. « Pensez-vous que cela vous absout ?»« Non, » répondit Donuts à voix basse. « Mais je crois que Nimitz a regardé ce que j'ai fait en janvier 1945 et a décidé qu'un homme prêt à tout risquer pour sauver 2 millions de vies n'était pas le même que les autres à Nuremberg, que mon identité n'était pas définie uniquement par mes pires actes. » Cette prise de conscience changea quelque chose en lui. Il commença à se voir, non plus seulement comme un criminel de guerre ou comme un sauveur, mais comme un homme ayant accompli à la fois des choses terribles et des choses justes, une vie faite de contradictions. L'opération Hannibal comptait non parce qu'elle effaçait la mort des marins alliés, mais parce qu'elle prouvait qu'il était encore capable d'une humanité élémentaire, même après 6 années de guerre. En 1952, lors d'une période de garde, assurée par les Américains, un jeune lieutenant s'approcha de Donuts dans le jardin. « Amiral, » dit l'Américain à voix basse, en vérifiant que les autres gardes ne regardaient pas. « J'ai servi sur un destroyer dans l'Atlantique. Nous chassions vos U-boots. » Donuts se redressa, incertain. Était-ce une confrontation? Une revanche. « Je voulais que vous sachiez, » poursuivit l'Américain, « que mon capitaine nous a parlé de l'opération Hannibal, de ce que vous avez fait à la fin. Il a dit, il fallait un vrai courage. » L'Américain s'éloigna, avant que Donuts ne puisse répondre. Donuts resta immobile dans le jardin, les mains couvertes de terre, fixant le mur. Un marin américain, dont des camarades étaient probablement morts en traquant les U-boots allemands, venait de qualifier l'opération Hannibal de courage. Ils savent, comprit-il. Les Américains savent ce que j'ai fait, et certains comprennent pourquoi Nimitz a témoigné. Le 1er octobre 1956, Karl Donuts franchit les portes de la prison de Spandau, après exactement 10 années d'enfermement. Il avait 65 ans. L'Allemagne de l'Ouest était désormais une démocratie alliée aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, engagée dans la confrontation de la guerre froide avec l'Union soviétique. Le pays qu'il avait servi n'existait plus. Ingeborg l'attendait devant la prison. Ils ne s'étaient pas touchés depuis 10 ans. Elle paraissait plus âgée, plus grise, mais son regard était le même. « Bienvenue à la maison », dit-elle. Ils s'installèrent dans un petit village du Schleswig-Holstein, près de la Baltique, la même où l'opération Hannibal avait eu lieu. En 1964, une lettre arriva d'Amérique. L'adresse de l'expéditeur fit trembler les mains de Donuts Berkeley, Californie, la maison de Nimitz. Ce n'était pas une lettre de l'amiral lui-même, mais de son entourage. Nimitz avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et déclinait rapidement. Avant que sa santé ne se détériore davantage, il avait demandé à son aide de dresser la liste des personnes auxquelles il souhaitait encore écrire. Un nom y figurait, Karl Donuts. La lettre était brève. « Amiral Donuts, j'ai suivi votre vie depuis Nuremberg avec intérêt. Je suis heureux que vous ayez survécu à Spandau et que vous soyez retourné auprès de votre famille. J'ai témoigné lors de votre procès, non pour vous absoudre de votre responsabilité dans la guerre sous-marine que nous avons tous deux menée, mais parce que je considérais que l'opération Hannibal révélait des qualités qui méritaient d'être prises en compte. Un homme capable d'organiser le sauvetage de 2 millions de personnes dans des conditions de combat au prix d'un risque personnel immense ne méritait pas l'exécution. J'espère que vous avez trouvé une certaine paix. Respectueusement, amiral de flotte, Chester W. Nimitz. » Donuts lut la lettre 3 fois. Puis il s'assit et écrivit une réponse, sachant que Nimitz ne serait peut-être jamais en mesure de la lire,
mais ressentant malgré tout le besoin impérieux de l'écrire. Amiral Nimitz, votre témoignage m'a sauvé la vie. J'ai passé 18 années à essayer de comprendre pourquoi vous l'aviez fait, et je crois enfin le comprendre. Vous avez vu que nous n'étions pas des ennemis dans un sens fondamental. Nous étions des officiers servant nos pays, confrontés au choix qu'impose la guerre. Mais vous avez aussi vu que j'étais capable de choisir la vie plutôt que la mort lorsque l'occasion s'est présentée. Ce choix, l'opération Hannibal, a été la décision la plus importante de ma vie. Non parce qu'elle effaçait mes autres actions, mais parce qu'elle m'a prouvé, et apparemment vous l'a prouvé aussi, que j'étais encore capable d'une humanité élémentaire, après 6 années de guerre. Merci de l'avoir vu, et merci d'avoir estimé que cela comptait. Avec respect et gratitude, Karl Doneuth. Chester Nimitz mourut en février 1966. Karl Doneuth envoya des fleurs à ses funérailles. Durant les 14 années suivantes, Doneuth mena une vie discrète dans le Schleswig-Holstein. Il rédigea ses mémoires avec soin et précision, sans jamais s'excuser pour des actes qu'il estimait militairement nécessaires, mais sans jamais non plus fuir sa responsabilité. Il accorda occasionnellement des entretiens à des historiens toujours disposés à évoquer l'opération Hannibal, toujours soucieux de l'exactitude des faits. En 1975, une historienne navale britannique l'interrogea. « Regrettez-vous la campagne des U-Bootes ?» Doneuth réfléchit longuement avant de répondre. « Je regrette la mort de chaque marin allié ou allemand qui a péri dans cette campagne, mais je ne regrette pas d'avoir obéi à ce que je considérais comme des ordres militaires légitimes visant à interdire la navigation ennemie. La guerre est terrible. La guerre sous-marine est terrible. Mais elle n'était pas illégale lorsque l'Amérique la menait, et elle ne l'était pas lorsque je l'ai ordonnée. J'accepte le verdict parce que j'accepte la responsabilité de mes actes, mais je n'accepte pas l'idée que j'étais fondamentalement différent de mes homologues alliés. Et l'opération Hannibal, la considérez-vous comme une rédemption ? Doneuth secoua fermement la tête. Ce n'était pas une rédemption, c'était un devoir. Ces personnes étaient des civils allemands menacés. J'avais les navires et l'autorité pour les sauver. Alors je l'ai fait. Cela n'efface pas les marins alliés morts à cause de mes ordres. Cela ne change pas le fait que j'ai servi un régime criminel. Mais c'était la bonne décision, et je la prendrai à nouveau. Karl Doneuth mourut le 24 décembre 1980. Il avait 89 ans. Des centaines d'anciens officiers de la marine allemande assistèrent à ses funérailles, aux côtés de civils évacués lors de l'opération Hannibal. Ils vinrent avec leurs enfants et leurs petits-enfants des familles qui existaient parce qu'un amiral allemand avait choisi de sauver des vies plutôt que d'obéir aux ordres d'Hitler de se battre jusqu'au dernier homme. Parmi les personnes présentes se trouvait une femme d'une soixantaine d'années qui n'avait que 8 ans lorsqu'elle monta à bord d'un navire à Pila en février 1945. Elle confia à un journaliste « Ma mère disait que nous allions mourir là-bas. Les soviétiques arrivaient et nous n'avions aucune issue. Puis les navires sont arrivés. L'amiral Doneuth a envoyé les navires. Je ne sais pas s'il était un homme bon, mais il a sauvé ma vie et celle de ma mère. Et grâce à cela, j'ai eu des enfants. Et eux aussi ont eu des enfants. Cela compte. » Dans un tiroir de son bureau, la famille de Doneuth trouva la lettre de Chester Nimitz, soigneusement conservée dans une chemise en cuir. À côté se trouvait une note manuscrite de Doneuth. Il avait compris que nous étions les mêmes officiers de marine, ni des monstres, ni des héros, mais des hommes qui avaient fait des choix terribles et tentaient de vivre avec eux. Son témoignage m'a valu 10 années de prison au lieu de la mort. Mais plus importante encore,
Il m'a donné la possibilité de croire que j'étais autre chose qu'un simple criminel de guerre, que j'étais capable à la fois de cruauté et de compassion, et que ma vie n'était pas définie uniquement par mes pires actes. Pour cette compréhension, je lui serai toujours reconnaissant. La note était datée du 1er octobre 1976, exactement 20 ans après sa libération de Spandau, le jour où Karl Donutz se pardonna enfin d'avoir survécu. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette histoire extraordinaire de conscience et de courage vous accompagnera longtemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits remarquables.